avoir du cash, énormément de cash. Et ça, c'est une vraie problématique qui bloquait beaucoup de nos opérations. Tu peux avoir beaucoup de cash dans un autre pays et avoir besoin de la liquidité en Côte d'Ivoire et ne pas pouvoir le résoudre. Aussi simplement. Parce que dans l'incapacité pour nous de créer des entreprises dans, dans tous ces pays, le seul moyen pour nous de sortir l'argent et des numéros de ce pays en plus. Je le dis toujours, l'USDT n'est pas un stablecoin pour nous les Africains. Ça, parce que si tu ne fais pas attention, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent à cause de ça. En fait, s'il y a un stablecoin franc CFA, étant donné qu'au quotidien, nous utilisons le franc CFA, dans ce cas-là, un franc CFA vaudra toujours un franc CFA. Dans notre... Aujourd'hui, on ne dépense pas encore, les dépenses du quotidien ne se font pas. Bien que nous ayons des USDT. À un moment donné, on est obligé de convertir ces USDT en fiat, en monnaie fiduciaire locale. Et là, souvent, malgré que c'est de l'USDT qui est un stablecoin adossé au dollar, la valeur de ton franc CFA, quand tu vas faire la conversion, peut fluctuer énormément. Et la banque, en convertissant tes francs CFA en euros ou en dollars, va te les vendre avec souvent 5%, souvent 10% sur des cartes bancaires. Donc, tu auras alors 2 ou 3 frais à payer. D'abord, pour recharger ta carte, tu vas payer autour de 5%. Ensuite, quand tu vas commencer à faire tes dépenses, tu vas payer encore autour de 5 à 10%. Donc, pour un achat en ligne, tu vas te retrouver à payer souvent 15%. Donc, si jamais j'ai la possibilité de détenir de la dette américaine et que, à travers les USDT, j'arrive à avoir un rendement de 5-6% là, on risque de se défaire très rapidement de nos comptes d'épargne classiques francs CFA. Et ça ne sera pas intéressant pour nous. Parce que si nos États deviennent faibles parce qu'on n'épargne plus en francs CFA, en fait, l'impact sera négatif sur nous-mêmes, nous qui vivons ici. Mais le côté positif sera sur la population américaine, sur ceux qui vivent aux États-Unis et autres. Bonjour Lassina, Oh, comment ça va? et chez toi? Écoute, ça va, ça va. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. J'ai préparé beaucoup de questions pour toi, mais la tradition dans l'émission, c'est que l'invité se présente. Donc, dis-nous qui tu es et puis surtout, comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin et le monde des crypto-monnaies. D'accord, merci déjà en tout cas de m'avoir invité, Elodie. Et beaucoup de courage pour vraiment le travail d'éducation que tu fais depuis très longtemps. Je suis Lassina Fofana, je suis ingénieur informaticien développeur d'applications voilà, de formation. Je suis le CEO de l'entreprise Biwari, qui est une entreprise aujourd'hui spécialement dédiée à la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Actuellement, notre projet phare sur lequel nous travaillons, c'est de faciliter l'accès aux crypto-monnaies à toute la population, mais vraiment en prenant en compte les réalités de l'Afrique, parce que nous sommes en Afrique. Et comment je fais la rencontre avec cette belle technologie? Moi, je dirais que j'ai découvert la crypto euh, assez tôt, hein, le Bitcoin. Voilà, depuis 2010-2011. Voilà, moi, je peux dire que j'ai été l'une des premières personnes à utiliser cette monnaie, mais je ne m'étais pas malheureusement intéressé à la technologie. Je découvre les cryptos à travers les jeux vidéo en son temps. Voilà, j'aimais beaucoup les jeux en ligne. Et donc, il y avait des jeux où, en fonction du niveau de difficulté, il fallait payer pour débloquer en fait. Si tu n'avais pas à dépasser un niveau, on te demandait de payer pour dépasser des niveaux. Et en son temps, c'était les paiements par carte bancaire. Mais bon, en 2010, en Afrique ici, surtout en Afrique francophone, l'accès aux cartes bancaires, là, c'était très compliqué. Surtout les cartes Visa et comme ça, c'était très compliqué. Moi-même, bon, je ne travaillais même pas en son temps, donc c'était impossible pour moi d'avoir ça. Et on a vu apparaître dans les années 2010-2011 un autre moyen de paiement, euh, Bitcoin. Et donc, par curiosité, je suis allé chercher à savoir comment avoir des Bitcoins. Et en son temps encore, il y avait des petites plateformes sur lesquelles on pouvait l'acheter encore par carte bancaire. Donc, c'était toujours bloquant. Mais toujours dans l'optique de pouvoir résoudre mon problème à passer le niveau dans le jeu, je fais des recherches et je vais trouver
qu'il est possible d'installer une application sur son ordinateur en son temps et de miner des cryptos. Donc, je télécharge un petit logiciel qui est le corps, hein, voilà, de Bitcoin en réalité, que je ne savais même pas. Parce que bon, je n'étais même pas encore développeur, mais quand même, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à tout ce qui est techno. Et donc, je lance sur ma machine. Après une journée, bon, j'avais 0, quelques poussières. Donc, ça me permettait de faire mon jeu. Et là, on a continué comme ça jusqu'en 2011, 2012, sans m'intéresser vraiment à la techno. Et puis, bon, j'abandonne la chose. Jusqu'en 2017. Ok. 2017, j'ai un ami euh, qui, en tout cas, qui lui était un peu dans tout ce qui est MLM et consorts, qui me parle d'une monnaie vraiment qui est utilisée. Il m'en parle. Et je viens, je lui dis, mais ça, moi, je connais ça. Si tu gagnes l'argent dans ça, est-ce que... Et il m'explique. Je dis, attends, est-ce que j'ai dû rater alors? Je me replonge. Cette fois-ci, j'étais déjà vraiment ingénieur en informatique. Donc, je me replonge cette fois-ci dans le côté technique. Et puis, je vois là que ben, c'est quelque chose qui va changer le monde. Et là, je dirais que je suis tombé à point nommé en 2017 parce qu'il y avait un événement majeur qui allait se passer sur Bitcoin qui était le hard fork. En son temps, la taille des blocs de Bitcoin avait atteint sa limite parce que bon, il y avait plus de transactions et le nombre de transactions chaque 10 minutes n'arrivait plus à tenir dans un bloc. Donc la communauté devait décider, oui ou non, d'augmenter à une certaine taille les blocs. Et il y a eu une panique générale sur le marché puisque c'était quelque chose de nouveau qui devait arriver. Donc Bitcoin avait chuté jusqu'au-autour de 2000 $. Bon, moi, maintenant ayant mon bagage technique, je savais exactement réellement ce qui se passait. Et donc, ça a été vraiment la première fois en cas pour moi d'investir dans le Bitcoin et acheter en son temps 0,5 Bitcoin. Je ne vais jamais oublier. Et c'était en août 2017. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, le hard fork s'est bien passé. Et janvier, février, les cryptos ont explosé et Bitcoin a atteint pour la première fois 21 000 $. Waouh. Pour un achat que j'avais fait, j'avais dépensé autour de 600 000, ben, je me retrouvais avec plus de 10 000 $ en moins de quelques mois. Et c'était extraordinaire pour moi. Et en plus de cela, quand il y a eu le hard fork, ça a vu naître d'autres crypto-monnaies, en l'occurrence Bitcoin Cash, qui est porté par Roger Ver. Lui, il avait une communauté qui n'était pas un peu d'accord avec la philosophie de ceux qui avaient accepté le type de hard fork qui s'est passé. Donc, je savais encore que après la scission comme ça, le nombre de bitcoins que tu possédais, toutes les chaînes qui allaient se créer, tu allais avoir la même quantité. Donc, c'était vraiment de l'argent cadeau. Ouais. Et voilà comment réellement je découvre les cryptos. Et puis bon, tout est parti de là, quoi. Voilà, avec ces 10 000 $, j'ai investi dans du matériel professionnel de mining. J'ai acheté un ASIC en son temps Mhm. Mhm. à 2 ou 3 000 $. J'en ai acheté deux. Après, j'ai monté un rig pour miner de l'Ethereum. Et bon, vraiment, voilà. Mais bon, tout s'est pas passé comme sur des roulettes parce qu'il y a les réalités aussi africaines. Surtout quand je me suis lancé dans le mining, il faut savoir que la ressource réelle euh, qui est la plus importante dans le mining, c'est l'électricité. Et c'est là en fait que je vais me rendre compte Bien qu'en sûr. Afrique, malheureusement, il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Et bon, ça a été un échec. Ça, voilà. Le mining en Afrique, en son temps, hein, voilà, ça a été un échec parce que la qualité de l'électricité n'était pas au rendez-vous, alors que c'est des machines qui consomment extrêmement beaucoup d'énergie et il faut que l'énergie soit très très stable. Ouais. Donc voici en gros comment je découvre la crypto et par la suite tout est rentré, voilà, tout s'est enchaîné quoi. Waouh, c'est vraiment une super expérience. J'avoue que là, le fil des questions que j'avais prévues a complètement changé parce que j'ai envie de creuser en fait ces sujets, mais je vais revenir sur plein de choses dessus, notamment le mining. Comment tu fais venir des machines de mining? Parce que là, tu es à Abidjan. Oui. Ben, Dieu merci, ici quand même, l'État a consenti énormément d'efforts dans l'investissement, dans les infrastructures d'Internet. Donc quand même, et puis déjà en 2017, je bossais déjà. Et ça, bon, c'est un aspect aussi que très peu de personnes savent. J'étais dans l'armée en fait. Voilà, j'étais dans l'armée et là, on avait Ah, vraiment accès à des ressources informatiques très intéressantes. Donc, j'avais très vite vu le potentiel de l'e-commerce. Donc, c'est sur Alibaba en son temps que j'avais acheté mes machines. ah, Je les ai fait envoyer par DHL, simplement. J'ai payé la douane. Voilà. Donc, voilà comment j'ai acquis en tout cas mes premières machines. Mais le rig, je n'avais pas de rig déjà opérationnel. Moi-même étant informaticien,
J'ai donc acheté tout le matériel sur Amazon. Voilà, les cartes mères, les cartes Ouais, graphiques, sur Amazon France. Et je me laissais faire livrer à Abidjan. J'ai monté les différentes machines. Et puis bon, voilà comment j'ai pu en tout cas acquérir ces machines-là. génial. Mais du coup, pour en revenir au sujet de l'électricité, donc, est-ce que à un moment donné, ton activité du coup de mining, elle a pu être rentable? Parce que bah, je connais pas du tout le prix du kilowattheure en fait à Abidjan, mais est-ce que tu avais et de l'électricité pas chère en fait? Mais en réalité, à part la qualité, le mining en Afrique est une opportunité extraordinaire. Parce que le prix du kilowattheure est très faible chez nous ici. Je t'assure. Parce que c'est vrai, techniquement, j'ai pu rentabiliser mes machines. Mais il fallait en fait que je surveille les machines comme du lait au feu. Et c'est ce qui n'est pas viable en fait. Parce que bon, normalement, c'est des machines qui doivent tourner sans que tu t'en occupes, pourvu que les paramétrages soient bien faits. À part cette contrainte réelle, et puis ben, la contrainte liée aussi à notre climat. Parce qu'il faut savoir que les machines produisent énormément de chaleur. J'avais acheté un thermomètre électronique en son temps. Les machines chauffent jusqu'à 80 degrés. Tu imagines? Ouais. 80 degrés. Dans la pièce où ces machines sont, mais il faut d'abord, il faut arriver à ventiler la machine pour que euh, la température n'augmente pas de façon extrême parce que quand la machine chauffe trop, ben, les performances baissent. Voilà pourquoi d'ailleurs Bien même la sûr. majorité de tous ceux qui investissent dans le mining vont s'installer dans des zones où il fait extrêmement froid parce que bon, ça leur permet en même temps d'utiliser la chaleur pour se réchauffer. Donc ça, c'est une contrainte en Afrique. Non seulement il faut refroidir la salle, ce qui fait un coût supplémentaire, mais aussi ben, la qualité de l'électricité. Sinon, en termes de rentabilité, je t'assure que ben, les machines, en 2017, en 2018 déjà, voilà, parce que c'est en 2018 que j'ai commencé cette activité, vers mars, avril, chaque machine me rapportait autour de 100 dollars par jour, voilà, en moyenne. Parce que là, vraiment, on était dans le bull run. Voilà, c'était la Mm. première fois que Bitcoin atteignait un certain niveau et l'engouement. Et puis bon, il n'y avait pas assez de mineurs comme aujourd'hui. Les machines n'étaient pas aussi exigeantes qu'aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, c'est une activité qui est très rentable en Afrique si l'électricité, si le problème d'électricité est réglé en fait. Et du coup, il y avait plus de récompenses aussi. Donc, effectivement, c'était Ah peut-être plus oui, bon, intéressant. là même, je parle de la valeur. Sinon, l'équivalent de 100 dollars en 2018, aujourd'hui, ben, si tu l'avais gardé. Et là encore, même, ça a été intéressant parce que dans le mining, étant donné que la difficulté s'adapte en fonction du nombre de mineurs, il est quasiment vraiment impossible qu'une personne solo, un solo mineur, puisse miner un bloc. Donc, il fallait en fait se connecter à des pools de mining À des poules, ouais. qui, avec lesquels, voilà, comme ça, au prorata de la puissance de calcul que tu mettais à la disposition du réseau, tu étais rémunéré. Et là encore, malheureusement, je suis allé sur, comment cette entreprise s'appelait là? Euh, Hash, Nice Hash. Voilà. La boîte de mining s'appelle Nice Hash. C'est l'un des leaders dans le domaine. Et pendant l'activité, cette entreprise s'est fait pirater. Donc, tous les bitcoins qu'on avait minés en son temps sont partis en fumée, mais bon, l'entreprise vraiment a été très correcte avec nous. Ils nous ont proposé un plan de remboursement. Et je pense même que c'est l'année passée même que j'ai reçu mes derniers bitcoins. Donc, tu imagines, Ouais. j'ai salué même le piratage. Oui, il ne me restait plus beaucoup, mais quand même, j'avais pratiquement fait plus de fois 10 sur le peu de bitcoin qui me restait. J'ai même fait une publication sur mes réseaux en son temps pour en parler. Voilà, pour dire que ben, je venais en fait de découvrir quelque chose avec toutes ces réalités, les risques qu'on pouvait encourir, la complexité, je peux dire, de la technologie dans laquelle on se mettait, le cadre réglementaire qui était encore très flou. Parce que ben, une entreprise, Nice H, je ne sais même pas où il se situe, s'il disparaissait, et puis bon, il n'y avait rien, c'est fini. Donc ça, de façon très violente, je venais de découvrir encore un monde où je savais qu'il y avait du potentiel, mais il fallait que je me forme à savoir réellement les tenants et les aboutissants pour ne pas être surpris comme ce fut le cas, quoi. Ouais. Bah, du coup, tu as appris au final, comme on dit, you learn it the hard way. Donc, tu as appris un peu à la dure, mais ça reste quand même, je trouve, très, ça montre quelque chose, en fait, sur toi, c'est que tu as un caractère, en fait, de quelqu'un qui essaie quand même des choses, qui sait prendre des risques. Donc, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était pas évident de prendre ce risque-là, hein. Là, comme je savais, comme j'ai dit, en fait,
La majorité de tous ceux qui ont investi dans le Bitcoin et les garder jusqu'à aujourd'hui, c'est des geeks. Voilà. C'est pas des personnes qui étaient venues juste. Voilà. Parce que bon, tu peux pas faire fois 1000, fois 100 000 et Et bien garder sûr. encore tes Mm. cryptos. Jusqu'à aujourd'hui, on reçoit encore des alertes pour dire qu'il y a des portefeuilles depuis 11 ans, 12 ans qui n'avaient pas bougé, qui viennent de Mm, mm. bouger. En réalité, mets dans ta tête que ce sont des techniciens. Voilà. Et comme vraiment en 2017, moi, j'avais déjà obtenu mon master en, non, j'avais la licence, voilà, j'avais la licence en informatique déjà. Donc, je savais de façon technique ce que c'était. Est-ce que ce qu'on disait de la technologie, est-ce que vraiment le code reflétait ça? Avec les forums, les experts avec lesquels j'ai pu discuter en son temps sur les différents forums, mais très rapidement, en tout cas, j'ai su que c'est quelque chose qui n'était pas fait pour disparaître du jour au lendemain. Et du coup, en fait, bah, cette faillite, au final, ça t'a fait faire du hodl forcé. Et j'en ai profité, voilà. Comme j'ai dit, j'ai même fait Ouais, une publication là-dessus pour dire que, ben, voilà, le ouais, piratage, en tout cas, nous a servi. Ce qui n'a pas été le cas du tout, hein, voilà, parce que il y a une autre plateforme qui existait de Memcoin, dont j'oublie encore, fait pirater en son temps aussi, où j'avais des Dogecoin, bon, on n'a pas pu être remboursé, mais on va beaucoup communiquer en tout cas sur les difficultés, parce que bon, ce sont des réalités aussi que d'autres personnes peuvent être confrontées demain, pour dire que, ben, bien sûr. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, dans tout ça, donc, bah, tu passes nous de sommes la appelés découverte. Ouais, Cryptopia. Cryptopia. Ah oui. Ok. C'était une plateforme que de même coin, du coup. Là-bas, en tout cas, c'était la première plateforme de trading de Memcoin. Bon. Mais bon, ça a été quand même une belle expérience aussi. Ça nous a permis très rapidement de connaître surtout les risques. Mm. Tous les risques. Parce que Ouais, bon, il y a beaucoup d'argent qui commençait à rentrer en jeu, donc il faut connaître les risques. exactement. Et du coup, donc, tu passes de la découverte dans les jeux vidéo, après l'achat de Bitcoin, donc un fois 10, le mining, et du coup, tu crées Biwari. Donc, explique un peu le cheminement de comment tu passes en fait de toutes ces aventures-là à dire, bah, je vais créer ma propre plateforme et quelle est l'ambition en fait que tu as avec Biwari, comment tu la vois en fait dans l'écosystème en Afrique. En réalité, Biwari, en tant que structure formelle, date d'à peine d'il y a 3 ans. Mais dans notre écosystème, il faut savoir que la majorité des personnes qui entreprenaient dans la crypto, c'était juste la vente, l'achat et la vente. Mais toujours est-il que depuis l'accès aux cartes bancaires ou bien à des plateformes où on pouvait acheter des crypto-monnaies à travers les monnaies numériques comme Mobile Money, Orange Money et consorts n'était pas vraiment démocratisé. Donc, c'était plus du P2P. Voilà, tu rencontrais quelqu'un sur un forum, voilà, en son temps c'était plus Facebook, vous vous rencontrez, ben, tu lui fais une monnaie, tu donnes ton wallet et te crédites ta chose. Mais au début, sincèrement, moi, j'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que, bon, malheureusement, ici, on a une mentalité où, malgré en fait la taille du marché qu'une personne ne peut même pas couvrir, on se voit plus en concurrent, puisqu'on fait la même activité. Donc, pour ne pas être forcément en froid avec euh, nos amis toujours, ben, moi, j'ai voulu en fait penser autrement. Il dit, ben, est-ce que il ne serait pas possible d'avoir une plateforme qui permettra en fait à tous les acteurs de venir en fait proposer leurs services déjà en tout cas totalement digital, de telle sorte que on n'ait plus forcément besoin de se rencontrer de façon physique. Quand quelqu'un a besoin d'acheter quelque chose, ben, il va sur une plateforme et puis il effectue son achat directement. Mais mon objectif en fait était que la monnaie, en fait, surtout le fiat qui circule entre nous, on puisse capitaliser sur le fait qu'on ne paye pas assez de frais. Parce qu'il faut savoir qu'en son Ok. temps, on n'était pas encore à aujourd'hui ou encore d'Ivoire ici, le mobile money c'est 1%. Voilà. Les frais partaient jusqu'à autour de 5% par transaction. Donc tu imagines, Ouais, avec le constat que j'avais fait, c'est que quand moi j'achète des bitcoins aujourd'hui et que je fais une plus-value, je vais revendre ces mêmes bitcoins à quelqu'un de la communauté. Et demain, quand j'aurai besoin, c'est encore avec quelqu'un de la communauté que je vais acheter mes bitcoins. Mais au finish, ce sont les mêmes cryptos qui tournent entre nous, mais on paie en frais surtout. Parce que 5%, c'est énorme. Donc voilà comment en mm, fait est née réellement l'idée de Biwari euh, à la base. Donc ça s'adressait plus aux entreprises ou bien aux professionnels du secteur. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a plein de personnes qui ont déjà été intégrées dans notre solution.
Mais là, dernièrement, nous, on est en train de lancer maintenant une solution pour les, les particuliers. Voilà, donc on s'attaque à ce problème parce que ben, on se dit que au lieu qu'on fasse juste une plateforme d'achat et de revente, l'entrée en fait dans ce domaine-là se fait fortement par un wallet. Donc, Biwari est d'abord un wallet crypto non custodial, mais sachant aussi la réalité, je dirais, de notre environnement, on sait pertinemment que les cryptos ne peuvent euh, s'en sortir seuls si on n'a pas en fait trouvé un moyen de faire un pont très fort entre la finance traditionnelle et le monde de la crypto. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, il reste toujours une quantité qui n'est pas encore très tangible aux nouveaux utilisateurs quand ils découvrent la crypto. Quand tu vas lui parler de clés publiques, clés privées, quand tu lui dis, ben voilà, tu es totalement responsable de tes cryptos, si jamais tu perds tes codes, ben, c'est des choses que les gens n'ont pas encore pu, je peux dire, capitaliser là-dessus de façon actuelle pour que ça soit aussi simple comme le mobile money qui est rentré dans notre usage quotidien aujourd'hui, où tu vas juste au coin de la rue pour ouvrir un compte et puis tu passes. Donc, nous, avec Mm. Biwari, vraiment, c'est de faciliter l'accès au monde complexe de cette crypto-là en mettant vraiment un pont entre la crypto et le monde financier traditionnel, de telle sorte que l'utilisateur final ne voit pas la différence réellement. Lui, il a juste un portefeuille dans lequel il voit, j'ai mon mobile money et aussi j'ai un compte qui s'appelle Bitcoin, j'ai un compte qui s'appelle Ethereum, voilà, 24 heures sur 24, par exemple. Donc ça, c'est vraiment notre idéal. Et je pense que d'ici l'année prochaine, voilà, dans le premier trimestre de l'année prochaine, l'application sera disponible sur les différents. Donc effectivement, Kiwari veut s'attaquer, bah, s'attaquer déjà au problème bah, des frais de la mise en relation, mais aussi en fait à la problématique de l'UX, donc l'expérience utilisateur en fait avec les cryptos qui n'est pas simple, qui fait que bah, la maman au marché elle peut avoir du mal à utiliser un wallet. Voilà, c'est simplement. Et toujours dans notre contexte, hein, toujours dans notre contexte, on réfléchit réellement même à ramener les cryptos hors des applications. Voilà, parce que bon, c'est vrai, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a déjà dépassé les 100%. Tout le monde a un téléphone, Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a voire encore peut-être deux. des smartphones. Voilà, donc, en Ouais, fait, la techno qu'on est en train de vraiment mettre en place, c'est que quelqu'un qui a un numéro de téléphone doit pouvoir utiliser la crypto. Voilà. C'est vrai que techniquement, c'est des choses qui sont très complexes à mettre en place et difficiles à sécuriser. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec toutes les innovations qui sont en train d'être mises en place, l'ouverture ou bien l'obligation même que fait le régulateur sur les opérateurs à ouvrir certains services qui étaient exclusivement réservés aux opérateurs est en train de vraiment nous faciliter. Je parle vraiment plus de l'expérience en Côte d'Ivoire. Voilà. ouais, Si tu ne veux pas passer par une application mobile, il faut passer par l'USSD. Et là, ouais, avant, le service était exclusivement réservé aux opérateurs. Donc, tu partais voir un opérateur, tu discutes avec lui, tu mets ton. Leur contrat, de façon systématique, puisqu'ils avaient l'exclusivité, était. Eux, ils prenaient 80% et toi, tu avais 20%, quel que soit ce que tu faisais. Alors que, de l'USSD, ici, voilà, eux, ils ont 80%, ils mettent en place l'infrastructure, ils mettent tout en place, et toi, tu avais pas ça marchait. Et il n'y avait pas une autre forme de négociation. Peut-être qu'avec le volume que tu faisais, si tu avais pu négocier au mieux, peut-être 70%. Sinon, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, le régulateur, en Côte d'Ivoire ici, a exigé aux opérateurs d'ouvrir de telle sorte que ben, moi-même, je puisse développer mes APSD. Et puis bon, c'est juste les frais de services. Donc, tout ça est en train de vraiment nous faciliter la. Bah, et je pense que c'est quelque chose qui va en tout cas favoriser l'inclusion financière. ouais, parce que de toute façon, tout le monde, comme tu disais, a un téléphone, c'est déjà utilisé l'USSD, donc effectivement, ça peut être intéressant de passer par ce biais-là. Du coup, effectivement, donc ce que tu nous indiques là, c'est que la régulation est en train d'évoluer. Moi, il y a un autre sujet de régulation. D'ailleurs, j'avais commenté un de tes posts à l'époque. C'était par rapport au franc CFA. Donc, on entend maintenant parler du e-CFA. On entend parler aussi d'évolution en fait au niveau même des banques centrales pour faciliter les échanges transfrontaliers et puis
permettre des virements qui vont être un peu plus instantanés. Est-ce que, selon toi, le e-CFA, en fait, qui arrive, c'est une réponse au fait que les crypto-monnaies, en fait, commencent à avoir beaucoup de succès? Ou alors c'est une vraie révolution, en fait, de la monnaie des États qui utilisent le CFA? Ben déjà, pour la dernière question, c'est une très, très grande révolution parce que dans notre environnement ouest africain francophone, je précise très bien, malgré qu'on utilise le même franc CFA, pour une transaction de la Côte d'Ivoire avec le Sénégal ou le Burkina, en fait, c'était très, 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 très compliqué. Parce que le service, par exemple, que nous offrons à travers BYD, en fait, derrière, l'objectif pour nous, c'est quoi? Quand un entrepreneur crypto veut se lancer dans un business de crypto et qui s'adresse à Biwari, automatiquement, en fait, il faut savoir que tu as la possibilité d'encaisser de l'argent dans toute l'UEMOA. Mais la contrainte OK. réelle est que les comptes que les opérateurs téléphoniques mobiles nous donnaient étaient séparés. Ça veut dire quoi? Si tu as un compte mobile money en Côte d'Ivoire, il est systématiquement différent du même compte, du même opérateur au Burkina, au Mali, au Sénégal. Ouais, 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 ouais. Tu peux avoir du cash, énormément de cash. Et ça, c'est une vraie problématique qui bloquait beaucoup de nos opérations. Tu peux avoir beaucoup de cash dans un autre pays et avoir besoin de la liquidité en Côte d'Ivoire et ne pas pouvoir le résoudre. Aussi simplement. Parce que dans l'incapacité pour nous de créer des entreprises euh, dans tous ces pays, le seul moyen pour nous de sortir l'argent et des numéros de ce pays en plus. Donc, tu vois un peu la complexité. Donc, aujourd'hui, avec Bien sûr. depuis 2019, quand la BCA a lancé le projet PI euh, d'interopérativité, vraiment, en tout cas, je peux dire que nous, dans l'écosystème crypto, on attendait vraiment ça parce que c'est un game changer, je t'assure. C'est juste l'interopérativité, ne plus s'occuper de quel opérateur m'envoie l'argent ou bien vers quel opérateur. C'est 90% de nos problèmes qui ont été réglés. Mais il faut savoir que l'interopérativité, en fait, va venir résoudre ou bien régler un problème de façon définitive, l'harmonisation des frais de transaction. Parce que d'un pays à l'autre, les frais n'étaient pas la même chose. Donc, tu vois un peu la difficulté pour nous de communiquer sur nos produits. Quand en Côte d'Ivoire, 3%, alors que dans un autre pays voisin, tu fais 3-4% de frais, souvent, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, avec ce que la BCA a mis en place, réellement, c'est un effort, en tout cas, que moi, personnellement, je salue, pour dire que ça va venir régler énormément de problèmes, surtout au niveau des transactions. Maintenant, est-ce que ça va venir soutenir l'écosystème crypto ou bien freiner? Moi, je dirais que ça va venir booster. Voilà, ça va venir booster. Parce que là, en fait, ça nous facilite encore l'accès aux cryptos. Parce que bon, quelqu'un pouvait avoir peut-être au Sénégal Free Money et il veut acheter peut-être des cryptos sur Biwari. Mais si moi, je n'ai pas Free Money sur Biwari, il sera dans l'incapacité de pouvoir le faire. Toujours dans la même veine, aujourd'hui, les cryptos sont beaucoup utilisés pour les paiements transfrontaliers. Ça, je peux dire qu'aujourd'hui, Mhm. c'est la majorité, c'est la grosse part en réalité de notre business. Voilà. La majorité des commerçants qui vont faire leurs achats en Chine, à Dubaï, aujourd'hui, passent beaucoup par la crypto parce que c'est instantané et puis il y a moins de frais. Mais dans la sous-région, la crypto aussi, dans ce sens, est utilisée si bien que des, la majorité en fait des personnes qui achètent la crypto avec nous, souvent si le client est en contact avec toi, en fait, instantanément la personne va te revendre la même crypto. Parce que tu le vois dans l'historique des transactions en fait. C'est-à-dire une personne au Mali ou bien quelqu'un t'achète la crypto, il envoie à un de ses parents au Sénégal ou bien au Mali, tu vois tout de suite la personne te revend la même crypto et comme on est encore au Sénégal, c'est toi encore qui rachète, tu lui donnes l'argent. Donc ça, c'est une réalité qu'on a vue, voilà, qui, Mm. pour moi, sera plus boostée par le mobile money. Parce que directement, la personne qui achète crypto, peut-être à part de la France, peut dire, bon, je veux que tu crédites le mobile money de mon fils. Et ça, avec l'interopérativité, ça va me faciliter la tâche puisque je n'ai plus à m'occuper de quel opérateur téléphonique va recevoir. Parce qu'avant, je suis obligé de dire non, actuellement là, l'argent que j'ai au Mali, Orange Money. Donc, il faut dire à ton frère Ouais. de Orange Money. Ou bien, c'est toutes ces contraintes qui viennent de disparaître aujourd'hui avec.
limité. Ah, mais ça, effectivement, moi, je l'avais pas vu sous cet angle. Bah, déjà, merci hein, de m'avoir donné plus de précision. C'est vrai que les problématiques d'interopérabilité, je les ai vécues parce que à l'époque, j'avais une plateforme en fait de vente de livres audio et je voulais vendre les livres audio en fait dans les pays francophones. Et pareil, en fait, quand un client me payait au Cameroun et un client me paye en Côte d'Ivoire, bah, si je dois reverser l'argent à un auteur en fait qui est au Cameroun, bah, je suis coincé parce qu'il y a une partie de l'argent en fait qui est en Côte d'Ivoire, donc ça doit faire un peu de, tu dois perdre un peu d'argent sur la route avant que l'argent n'arrive dans la poche du, de l'auteur. Donc effectivement, je vois bien les soucis que ça peut causer. Ça freine en fait la création d'entreprises sous-régionales tout simplement. Vraiment, ça freine énormément la collaboration entre les pays. Parce que bon, on est dans le même espace monétaire. Non, mais une entreprise créée dans l'UEMOA doit pouvoir exercer vraiment de façon très fluide dans toute l'UEMOA. Pour ne pas qu'on ait en fait l'obligation d'aller créer 1000 entreprises qui ne serviront à rien, ça va en tout cas, ça va nous créer plus de charges qu'on sera obligé de répercuter sur les entreprises. Alors que l'objectif Bien vraiment de sûr. la crypto économie, c'est de réduire vraiment le coût des transactions. C'est ça en fait. C'est de vraiment réduire le coût des transactions, comme se fait en Europe en fait. Voilà. Là-bas, l'accès de la crypto est facilité parce que bon, les frais sont extrêmement faibles. Mais chez nous ici, même encore les 1%, bon, c'est pas mal, mais c'est encore beaucoup. Voilà. Parce que les marges, Mm. c'est les 1 franc par dollar. Donc tu imagines, si tu dois payer 1% de 1 dollar pour une transaction, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que déjà le socle que la BCAO a mis en place, on attend encore, hein, parce que c'est vrai, l'interopérabilité a été lancée, il y a quelques banques qui ont déjà intégré la fonctionnalité dans leurs applications, mais de façon pratique, comment nous, les entreprises de la tech, on va pouvoir intégrer ces services à nos produits, bon, on ne sait pas encore trop. Mais nous sommes encore en train de discuter énormément avec nos partenaires bancaires et les opérateurs pour voir en tout cas comment ce service va se décliner. Voilà. Pour que, à travers même notre application, on ait aussi la possibilité même pour nos utilisateurs de fournir le service même de la Banque centrale directement depuis notre application. Et bah, moi, ça me faisait penser à quelque chose, c'est que à la base, justement, que ça soit Bitcoin ou les stablecoins, permettait de résoudre en fait ce problème d'interopérabilité. Parce que ton Bitcoin, c'est le même en fait que tu sois au Cameroun ou bien au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Bah, pareil pour ton USDC. Donc, en fait, elles étaient venues résoudre ce problème en fait d'interopérabilité qui existait. C'est pour ça ma question de tout à l'heure de savoir que maintenant que le franc CFA aussi, on va dire, se met à la page en proposant un e-CFA, est-ce que du coup les gens vont avoir un intérêt encore à utiliser en fait les crypto-monnaies pour les échanges? Je dirais oui, parce que il y a une nuance vraiment, il y a une nuance très importante que nous, les Africains, voilà, je parle même de tous les Africains, que nous devons faire. Quand on parle de, je le dis toujours, l'USDT n'est pas un stablecoin pour nous, les Africains. Ça, parce que si tu ne fais pas attention, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent à cause de ça. En fait, s'il y a un stablecoin franc CFA, étant donné qu'au quotidien, nous utilisons le franc CFA, dans ce cas-là, un franc CFA vaudra toujours un franc CFA. Dans notre, aujourd'hui, on ne dépense pas encore, les dépenses du quotidien ne se font pas. Bien que nous ayons des USDT. À un moment donné, on est obligé de convertir ces USDT en fiat, en monnaie fiduciaire locale. Et là, souvent, malgré que c'est de l'USDT qui est un stablecoin adossé au dollar, la valeur de ton franc CFA, quand tu vas faire la conversion, peut fluctuer énormément. Donc ça, moi, ça, c'est un aspect très important, en fait, qu'il faut absolument que j'insiste là-dessus. C'est pourquoi, avec le système que la Banque centrale a lancé, pour moi, je vois les stablecoins adossés au dollar comme une opportunité d'investissement. En fait, c'est comme dans le marché classique du Forex où tu t'exposes au dollar. Donc, si le dollar s'apprécie, la valeur de ton portefeuille alors en francs. Donc, ça n'a absolument rien à voir en fait, avec l'usage qui peut être fait d'une monnaie électronique du point de vue d'un stablecoin. Je ne sais pas en tout cas si Oui, oui, je te suis. Je te suis et du coup moi ça m'amène en fait sur une autre problématique, c'est que si les gens voient en fait une autre monnaie, du coup le dollar, comme une solution d'investissement, ça révèle un peu peut-être un problème structurel en fait sur la monnaie du franc CFA en fait en lui-même, qui est une monnaie
qui, je trouve, par exemple, difficilement utilisable à l'extérieur parce que le franc CFA, bah, c'est pas une monnaie en fait, bah, comme notamment le dollar ou l'euro que tu peux utiliser en fait à peu près partout dans le monde. Et puis il y a aussi le fait que bah, c'est une monnaie bah, qui est rattachée à la France, etc., etc. Donc une monnaie coloniale. Donc est-ce que les gens justement voient pas les USDC comme une alternative tout simplement en fait au franc CFA parce que c'est une monnaie qui est limitante. Oh, parce que bon, c'est vrai, pour le cas d'usage que tu viens de dire, effectivement, de plus en plus de personnes aujourd'hui, même les achats sur Alibaba et consorts, les gens de plus en plus utilisent des USDT. Voilà. Réellement, tu sais, bon, c'est vrai, le discours, c'est une monnaie coloniale, mais la réalité nous rattrape très vite. La réalité nous rattrape très vite. Le franc CFA, malgré que de façon structurelle, ne soit pas bien, n'encourage pas à l'investissement et consorts, a aussi ses avantages. C'est qu'on est dans une zone monétaire où on a très peu d'inflation. Moi, j'ai des clients en Guinée. J'ai des clients en Guinée. Et là, ce que je viens de t'expliquer là est nettement visible là. Est nettement, le franc guinéen peut souvent perdre en quelques mois 20 à... Donc, quand tu as beaucoup de cash, franc guinéen, c'est une opportunité pour toi, en fait, de placer une partie en devise. Parce que tu sais au moins que le dollar ne va pas fluctuer de 20% du jour au lendemain. Par exemple. Ça c'est le cas vraiment des pays où leur monnaie est sujette à une forte inflation. Maintenant, la vraie difficulté, c'est que bon, aujourd'hui, on est plus, bon, on est dans un monde globalisé où tout le monde fait des achats en Chine, aux États-Unis, en France. Et quand tu regardes le système bancaire, toutes les cartes bancaires qu'on utilise sur ces plateformes-là sont liées à des banques. Et la banque, en convertissant tes francs CFA en euros ou en dollars, va te les vendre avec une, souvent 5%, souvent 10% sur des cartes bancaires. Donc, tu auras alors deux ou trois frais à payer. D'abord, pour recharger ta carte, tu vas payer autour de 5%. Ensuite, quand tu vas commencer à faire tes dépenses, tu vas payer encore autour de 5 à 10%. Donc, pour un achat en ligne, tu vas te retrouver à payer souvent 15%. Beaucoup de gens, aujourd'hui, surtout en Chine, voilà, parce que c'est vraiment en Chine que les choses sont en train de changer, demandent à leurs marchands, est-ce que tu acceptes des USDT? Si oui, ils préfèrent aujourd'hui passer par nos plateformes, échanger ses francs CFA en USDT et payer son fournisseur, même sur Alibaba. Ça lui coûtera moins cher et il n'aura pas surtout de limite en termes de volume. Parce qu'avec les cartes, tu ne peux pas dépasser 2 millions de francs. euh, et dans le mois, je crois que tu ne peux pas dépasser les 10 millions. Donc, pour les commerçants, en tout cas, qui font un peu de chiffres, cette limite est très, très vite atteinte. Donc, pour moi, en tout cas, quand je regarde les deux, en tout cas, dans notre contexte, parce que je précise très bien dans notre contexte, Mm. où aujourd'hui, tu ne peux pas aller à la boutique, aller acheter, je ne sais pas moi, ton savon, ton dentifrice. Mais dans ce cas-là, tôt ou tard, quel que soit le nombre d'USDT que tu auras, tu vas devoir à un moment donné échanger contre du fiat pour faire tes opérations. Donc, si tu ne fais pas Mm. la nuance dans ton esprit pour dire USDT, le jour où tu auras besoin de convertir tes USDT en francs CFA, peut-être que tu auras perdu 5% de sa valeur. Parce que le dollar est fluctuant en francs CFA. C'est comme si on avait justement, comme tu évoquais tout à l'heure, le marché Forex. Donc, si je veux résumer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les deux vont cohabiter. Donc, des gens ont besoin du franc CFA pour les achats au quotidien. Et le fait qu'on a une amélioration au niveau de l'interopérabilité, bah, ça va aider les échanges sous-régionaux. Mais pour autant, en fait, bah, tout ce qui est crypto, notamment, bah, on a beaucoup évoqué les stablecoins, mais j'imagine Bitcoin aussi peut rejoindre en fait ce cas-là, ça va être bah, pour faciliter les transactions en fait à l'international parce que aujourd'hui on est dans un système qui fait qu'on a beaucoup de frais quand on veut acheter quelque chose en Chine ou aux États-Unis. C'est ça. Effectivement, c'est pas pour rien en fait que j'ai réfléchi au fait que tous les acteurs doivent avoir une plateforme. Parce que quoi qu'on dise, notre marché est très... Voilà. Notre marché sous-régional est très faible par rapport au marché international. Donc, si on n'arrive pas à fédérer un certain nombre d'efforts, on sera jamais. Dans mes communications, Ouais. effectivement, on a déjà travaillé en fait sur un stablecoin franc CFA. Parce que, bon, malgré l'interopérabilité qui existe,
ça ne nous permet pas en fait d'envoyer le franc CFA encore de façon opérationnelle sur les smart contracts ou bien sur la blockchain. Donc nous-mêmes, on a déjà conçu tous les programmes, mais on veut réellement le faire de façon très réglementée. Cela ne soit pas mal vu, je dirais, par la banque centrale ou le régulateur. Et dans ce cadre-là, c'est aussi simple, hein? C'est comme une monnaie électronique. Donc, il faut avoir une licence d'émetteur de monnaie électronique. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui doit avoir un capital minimum de 300 millions de francs CFA, un peu plus, bon, autour de 600. Avoir en tout cas tous trucs réglementaires, AML, lutte contre blanchiment d'argent. Bon, on s'est déjà fait accompagner par des cabinets qui nous ont déjà structuré à ce niveau. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'interopérabilité telle que imaginée par la Banque centrale, si nous, en tant qu'acteurs de la blockchain et des crypto-monnaies, on arrive à le déplacer du système de la Banque centrale, ben, en réalité, ça sera une révolution extraordinaire. Extraordinaire. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de protocoles de prêts ou bien même de lending qui permet très facilement de placer son argent et avoir des revenus passifs, ou bien même de garantir, de nantir, ou bien de donner sa crypto, bien ses USDT et emprunter, mais ce qui n'est pas en fait, je peux dire aujourd'hui encore très accessible. Alors qu'avec un stablecoin franc CFA, je t'assure que ben, la boucle sera bouclée comme on le dit. Voilà. L'inclusion financière tant voulu que nous prenons, voilà, au sera une réalité. Parce que là, en plus que tu es un wallet, même si tu n'as pas de pièce d'identité, ben, tu pourras peut-être placer de l'argent sur des poules de liquidité directement avec le franc CFA, ou bien même nantir tes cryptos que tu investis dans le Bitcoin et que tu veux le garder peut-être sur du très long terme, tu n'as pas envie de le vendre, tu peux aller le placer, emprunter pour avoir de la liquidité et puis gérer ton quotidien. C'est vrai, les services comme les AAV le font, mais Mhm. pour une question de praticité chez nous ici, moi je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont s'endetter, qui sont africains et qui vont s'endetter au niveau de AAV pour faire quelque chose ici. Parce que techniquement, comme je dis, ce n'est pas encore très bien à cause de cette barrière d'échange Oui, parce que tu peux pas, parce que tu peux pas utiliser tes USDT comme tu disais pour aller acheter ton dentifrice ou payer ton loyer. quotidien. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui, moi, en tout cas, me tient à cœur. Parce que réellement, aujourd'hui, avec ce nouveau cycle de Bitcoin surtout, avec l'entrée des institutionnels, pour moi, l'avenir, c'est ça, en fait. Les cryptos, et ça, j'ai commencé à le diffuser autour de moi, les cryptos, pour moi, n'auront plus vocation à être vendus. Voilà. Les cryptos n'auront plus vocation à être vendus parce qu'ils vont constituer un vrai collatéral pour tout ce qu'on veut. Moi là-dessus, une nuance qui me semble importante, et puis du coup, tu me donneras ton avis par rapport à ce que tu constates des utilisateurs. Dans cette approche en fait que tu décris, et je le rejoins parfaitement aussi, c'est que on va avoir une phase où les gens vont plutôt accumuler en fait leur Bitcoin surtout, parce que pour moi, il y a vraiment une différence. Je pense que l'actif qu'on peut garder sur le long terme, et on le voit d'ailleurs, hein, que c'est Bitcoin que BlackRock achète, pas forcément d'autres cryptos. Donc, je pense que vraiment les gens vont l'accumuler. Donc, est-ce que toi, tu vois des usages différents justement entre Bitcoin et les stablecoins ou d'autres crypto-monnaies? Est-ce que les gens distinguent bien en fait les différences entre les deux? Aujourd'hui, je dirais que la différence n'est pas encore très perceptible au niveau des clients customers, les clients ordinaires. Mais au niveau institutionnel, étatique, en fait, aujourd'hui, les choses sont en train de radicalement changer. Mais en réalité, quand quelque chose, bon, c'est parce qu'aujourd'hui, BlackRock achète énormément de crypto, MicroStrategy est en train de faire un gros stock, que nous, en tant qu'individus, on prend conscience que si ces entreprises accumulent autant, c'est que demain, ces cryptos peuvent représenter quelque chose de très stratégique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, revenons sur le cas des USDT, avec la nouvelle loi qui régule l'émission des cryptos. En fait, de façon non voulue, je dirais que la crypto est en train de sauver l'économie américaine. Parce que bon, on sait que toutes nos économies fonctionnent avec de la dette. Et donc, avant, ce sont des États qui achetaient la dette américaine sur laquelle repose le dollar.
Donc, dernièrement, je crois qu'il y a la Chine qui s'est défait de plus de 20% de son stock de bons du trésor américain. Donc, au finish, imagine un instant, avec aujourd'hui le monde qui est en train de devenir un peu multipolaire et que le dollar commence à ne plus être au centre du monde, tout le monde commence à abandonner le dollar, c'est-à-dire, parce que bon, quand on parle de dollar directement, il faut penser au bon du trésor, parce que les États ne vont pas accumuler des billets dollars. C'est la peine que ces États-là vont acheter. Mais dans ce cas, aujourd'hui, pour soutenir l'économie américaine, s'ils n'ont plus la possibilité de vendre leurs bons du trésor aux États, ben, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc, voilà où, en fait, de façon très stratégique, Donald Trump est en train de changer les choses. La réglementation dit que absolument tous les USDT doivent être au bon du trésor. Alors que aujourd'hui, où nous sommes, les stablecoins dollars sont en train, dominent largement le mouvement. Donc, pour moi, aujourd'hui, de façon claire, pour nos États, en fait, c'est un canal, la crypto, bien les stablecoins de type USDT, vont représenter une nouvelle source, je vais dire, de financement. Parce que bon, chaque année ici, l'État ivoirien, ou bien même dans la sous-région, lance énormément des appels, des obligations, des bons du trésor, Mm. pour lever des fonds pour financer l'économie. Donc pour moi, aujourd'hui, même avec l'arrivée du ICFA, parce que le euh, n'a pas vocation à devenir une monnaie de banque centrale. Pour moi, ça sera une erreur. Ils doivent laisser en fait la technologie entre les mains des banquiers pour qu'eux soient chargés en fait d'émettre de la monnaie numérique comme se fait avec les USDT. Sinon, dès que la banque centrale en fait lui doter cet aspect, à mon avis, ça va freiner le fait que les États puissent passer par des banques pour pouvoir lever en fait des fonds sur le marché sous-régional à travers des bons du trésor, comme se fait aux États-Unis. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, aujourd'hui, les USDT ont leur usage pour le paiement transfrontalier et d'autres pays qui ne reconnaissent pas forcément le franc CFA. Mais par contre, dans la sous-région ici, moi, j'aimerais bien que mon argent puisse servir, au lieu qu'il donne, je préfère que mon argent puisse servir très facilement à acheter, par exemple, des bons du trésor maliens, burkinabés, ivoiriens, et que j'ai un retour sur investissement de l'ordre de 5 à 6% l'an, que ça ne donne uniquement en tant que monnaie électronique. Donc, effectivement, ce serait de répliquer on va dire le montage des États-Unis avec les stablecoins en disant, bon, les émetteurs privés émettez en fait votre monnaie numérique. Par contre, en contrepartie, vous achetez en fait de la dette, ce qui nous permet en fait d'avoir des nouveaux créanciers parce que la Chine est en train de se désengager. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, réellement, il faut savoir que les nouveaux créanciers des États-Unis sont en train de changer. Si tu possèdes des USDT, tu es un Mhm. créancier aujourd'hui des États-Unis. Ça change la chose. Et là, il y a 7 milliards d'habitants dans le monde, hein. Donc, si la monnaie, le stablecoin, c'est le maître du monde en fait. Voilà, c'est le maître du monde parce que ça, on ne parle plus de l'État. Étant donné que nous, les Africains, nous épargnons très peu à la banque. Donc, si jamais j'ai la possibilité de détenir de la dette américaine et que, à travers les USDT, j'arrive à avoir un rendement de 5-6% l'an, on risque de se défaire très rapidement de nos comptes d'épargne classiques en francs CFA. Et ça ne sera pas intéressant pour nous. Parce que si nos États deviennent faibles parce qu'on n'épargne plus en francs CFA, en fait, l'impact sera négatif sur nous-mêmes, nous qui vivons ici. Mais le côté positif sera sur la population américaine, sur ceux qui vivent aux États-Unis et autres. Voilà, c'est vraiment parce que c'est. Tout à fait. Effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle. De toute façon, la stratégie des États-Unis, on la comprend bien, hein, c'est on cherche des nouveaux créanciers, donc tout le monde va acheter des stablecoins dollars. Donc effectivement, pour toi, un stablecoin franc CFA permettrait de capter en fait cette liquidité, offrir un service en fait aux utilisateurs, donc un service de yield tout simplement parce que ça leur génère des intérêts. Mais là, dans ton scénario, si on le pousse un peu loin, ça veut dire qu'à un moment donné, même les banques commerciales, en fait, elles vont aussi disparaître parce que, enfin, sauf si c'est elles qui émettent en fait le stablecoin franc CFA. Mais dans cette éventualité, oui,
on est amené à évoluer. Si on est amené à évoluer, même aujourd'hui avec l'interopérativité va venir changer énormément de choses dans l'écosystème. Si les banques même ne s'adaptent pas, il y a beaucoup de banques qui vont disparaître. Parce que la BCAO vraiment a vu cette fois-ci très grand. Comme je dis, l'Afrique en fait a une chance extraordinaire, c'est que on ne commence pas notre innovation à l'âge de pierre. On commence là où. Donc, la BCAO a prévu qu'en plus des banques, il y ait tout ce qui est mobile money, il y a aussi les microfinances qui n'avaient pas avant accès au système bancaire à travers. En plus de ça, il y a les fintechs qui ont été intégrés ce process. Donc, ça veut dire que techniquement, quelqu'un qui a une microfinance qui était beaucoup limitée, hein, voilà. Parce que la microfinance, par exemple, en Afrique, ici, tu ne pouvais pas avoir un compte de microfinance et faire un virement peut-être vers une autre microfinance ou même faire un virement vers une autre banque. En fait, la microfinance s'interfaçait toujours avec une banque qui devait faire cette opération pour elle. Mais aujourd'hui, le système de la BCAO, la microfinance, tu peux avoir un compte dans une microfinance et faire un virement bancaire à quelqu'un qui est au Sénégal. Donc, tu vois que toi et une banque, vous fournissez aujourd'hui le même service. Tu as la possibilité de faire des frais, de faire des prêts bancaires au même titre qu'une banque. Et tu as aussi la même flexibilité que le mobile money qui fonctionne H24. Donc, le business model, je peux dire, de nos institutions financières doivent complètement changer. Sinon, c'est sûr et c'est pas. Moi, en tant que technicien, je discute beaucoup avec des informaticiens qui sont dans les banques, qui sont dans des fintechs. Les intégrations, les possibilités avec ce système-là vont changer drastiquement la manière de faire avec l'argent. Ceci, si tu ne changes pas tes prérogatives ou bien ta manière de faire, parce que même si aujourd'hui, par exemple, Wave, qui est venu vraiment disrupter le marché, j'aime prendre bien ce cas-là. En fait, tout le monde s'est dit, mais pourquoi Wave n'est pas dans la phase pilote? J'ai dit, mais Wave ne pouvait pas y être. Vraiment, ça va modèle. Puisque déjà, Wave, le business model, ils prennent des frais sur les transferts en compte particulier. Pourtant, c'est à ces frais-là même Même, même, que la même, Banque centrale. même, même qu'on est dans le même pays, même qu'on est dans le même pays, Et Wave, ils effectivement, prennent c'est des ça. frais même qu'on est dans le même pays. Mm. C'est le business model qui est là, 1% de frais sur les transferts, même si vous êtes dans le même pays. Si Ok. c'est hors du pays, dans la zone UEMOA, c'est 1,5%. Par contre, les autres opérateurs, les comptes, les transferts entre comptes du même opérateur étaient gratuits, mais les dépôts et les retraits étaient payants. Et là, maintenant, la dit, avec le nouveau système d'interopérativité, les dépôts sont gratuits, les retraits sont gratuits, les transferts entre comptes sont gratuits. Donc, où tu gagnes l'argent maintenant, il faut réfléchir réellement à un autre business model. Il faut absolument créer des services à valeur ajoutée. C'est là, c'est dans les services à valeur ajoutée maintenant que vous pourrez facturer. Ça, c'est un. De deux, un compte particulier ne fera pas plus de 30 transactions par jour. Donc, la Banque centrale considère que toi, si tu reçois des transferts d'argent gratuitement, si tu reçois plus de 30 transferts dans le mois, ça veut dire que tu utilises ton compte à usage professionnel. Donc, les opérateurs ont le droit de te facturer quelque chose. Mais ça ne peut pas partir au. Tu vois, avec toutes ces nouvelles règles qui est, c'est clair que tôt ou tard, en fait, tout le business model que nous connaissons aujourd'hui, des banques, des microfinances, en fait, va disparaître. Si ça ne pas, ça va disparaître. Et là, de nouveaux acteurs vont prendre la place. Donc, si jamais la Banque centrale émet une monnaie électronique, contrairement à ce qu'on souhaite, et qu'elle s'octroie les prérogatives des banques commerciales, mais dans ce cas-là, les banques commerciales elles-mêmes doivent déjà commencer à anticiper sur cette possibilité et trouver un autre moyen de. Mm. Sinon, effectivement, à ce moment-là, c'est la banque centrale qui tue aussi les banques. En plus de la concurrence en fait qu'elles auront avec les fintechs qui vont trouver des nouveaux produits. Il n'y a, il y a, il y a vraiment pas de doute. Aujourd'hui, avec la fintech Jamo, tu vois, quand tu regardes la trajectoire, ils ont obtenu une licence de finance. Mais ça change les choses. Ça change les choses. Les plafonds des comptes ont été sautés. À partir de maintenant, ce n'est plus 2 millions, tu peux avoir jusqu'à 100 millions sur ton compte. Ils peuvent
proposer des services de prêt directement à leurs utilisateurs, voilà, ils n'ont pas d'agence. Il ne faut pas oublier ça parce que les agences bancaires, microfinance, c'est des coûts de personnel. Donc, le taux, les frais de services qu'ils proposent sont extrêmement dérisoires. Donc, tu vois que eux, respecter la réglementation de la BCAO qui dit les dépôts, retraits gratuits, les transferts gratuits, eux, ça ne leur posera pas de problème puisqu'ils n'ont pas les mêmes charges. Les banques, ils ont une vingtaine, une centaine de sièges qu'il faut alimenter. Si tu ne payes pas pour ça, ça sera compliqué. C'est ça. Effectivement, on sent que ça commence à bouger en fait au niveau de la BCAO. Il y a beaucoup de nouvelles réglementations qui arrivent. Quelle est leur position en fait par rapport à la crypto? Par exemple, chez nous ici en Europe, la BCE est très claire en fait. Elle est pas très fan en fait de Bitcoin. Les stablecoins, elle veut les réglementer au maximum parce que pour elle, en fait, la seule chose qui doit exister, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. Donc, c'est MNBC qu'elle veut créer. Est-ce que la BCAO a la même position en se disant le ICFA en fait et tout ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui va compter. Les cryptos, en fait, à un moment donné, on va les réglementer pour qu'elles soient plus utilisées. Bon, je pense que de façon officielle, la BCAO même n'a pas encore parlé de ICFA. Voilà. Ok. C'est nous-mêmes qui utilisons ce mot-là. Il faut savoir que la BCAO n'est pas encore très claire sur tout ce qui est crypto. C'est vrai, il y a 2 ou 3 ans, la BCAO avait écrit un papier là-dessus. Mais bon, c'était juste en parler. Mais pour moi, ce qui est très très significatif, c'est surtout les institutions telles que la BAD et autres qui aujourd'hui ont commandé énormément d'études dans ce sens pour voir un peu l'adoption, l'impact euh, et surtout les cas d'usage. Parce que bon, l'État, quel que soit ce qu'on dit, hein, bah, l'État a besoin de contrôler. Bah, ça, cette prérogative, je ne pense pas qu'un État va vouloir s'en défaire. Et pour moi, étant donné que nos lois et notre réglementation est plus calquée sur celle de la France, en tout cas, si jamais euh, l'euro numérique en tant que monnaie numérique de banque centrale voit le jour, pour moi, il y a de très très fortes chances que la BCAO fasse la même chose. Très très fortes chances. Parce que de façon Mhm. structurelle, étant donné que euh, le franc CFA est encore arrivé à l'euro, en fait, la manière de fonctionner ne doit pas changer de façon radicale. Sinon, ça va poser, je dirais, des problèmes pour moi qui sont structurels. Donc, moi, je ne m'attends pas vraiment à une très grande innovation. Voilà pourquoi je suis de très près Mika, de telle sorte que, parce que je sais que ça sera un Mika un peu maquillé, quoi. Voilà. Donc, je ne m'attends vraiment pas à une grande surprise. Mais, comme je le disais, le chemin que les Européens sont en train de prendre, c'est un chemin très, très contraignant et restrictif par rapport, en fait, au chemin que les États-Unis sont en train de prendre. Nos États ne pourront pas faire sans la dette. Ça, il faut absolument que on soit conscient. S'ils ne peut pas faire sans la dette, comment faire pour que cette fois-ci, la dette ne soit pas détenue par des entreprises extérieures ou bien par des pays européens, mais plutôt par des gens de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour moi, c'est en ce sens réellement que la digitalisation de la monnaie, en tout cas, si la Banque centrale pense plus vers ce sens-là, je pense qu'elle aura tout à gagner. Elle aura tout à gagner. Effectivement, je suis d'accord sur le point que, on va dire ce qui va se passer en Afrique d'un point de vue réglementaire, en tout cas à minima au niveau des banques centrales, va être le copier-coller en fait de ce qu'on va avoir en Europe. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la BCAO pour l'instant en fait ne se positionne pas, parce que au niveau de l'Europe, le positionnement, bien qu'il y ait le MiCA, n'est pas très très clair au niveau en fait de où est-ce qu'on veut aller avec la monnaie numérique de banque centrale, avec l'euro numérique. Donc dernièrement, on a entendu aussi qu'il allait y avoir un report. Donc pour l'instant, même au niveau technologique, à un moment donné, ça a fuité comme quoi ils vont peut-être utiliser des blockchains publiques type Ethereum ou Solana pour émettre en fait cet euro numérique. Donc le truc n'est pas encore designé de façon claire, ce qui peut, je pense, expliquer que la BCAO pour l'instant ne se positionne pas parce que ils attendent pour faire copier-coller. Là, on arrive un peu à la fin de l'interview. Je voulais revenir en fait sur la question de Bitcoin parce que on est passé très vite dessus sur les questions de mining et tout ça, et puis on a beaucoup parlé des stablecoins, du franc CFA.
Est-ce que Bitcoin, parce qu'on voit que les États-Unis, ils ont quand même un double jeu. Ils ont le jeu de, on vous émet en fait les stablecoins, voilà, on met des réglementations pour que ça soit émis et que ça nous permette de lever de la dette. Mais d'un autre côté, on essaie de garder en réserve un actif qui lui plutôt est rare, dont on voit que la valeur en fait s'apprécie avec le temps, qui est vraiment la partie révolution monétaire de son côté, on va dire déflationniste. Donc, ils sont en train d'accumuler en fait aussi du Bitcoin. Est-ce que pour toi, nos États africains ne devraient pas aussi en fait commencer à faire de l'accumulation de Bitcoin ou bien même du minage à l'échelle étatique, comme on peut le voir par exemple au Bhoutan ou comme l'Éthiopie en fait l'a fait pour financer son barrage hydroélectrique? Ouais, pour moi, c'est très évident, hein. En fait, sans être forcément même expert en économie, mais aujourd'hui, quand tu vois les plus grands acteurs de ce monde faire quelque chose, c'est qu'ils décident la tendance. Voilà. Donc, il n'y a pas à réfléchir, en fait. Tu regardes la personne qui fait la tendance. Ce que la personne fait, ne cherche pas à comprendre, fait la même chose. C'est clair qu'il y a de très fortes chances que tu puisses, en fait, y sortir gagnant. Si demain, les États-Unis, bon, c'est vrai, actuellement, ils ont fait quelques annonces. Si demain, les États-Unis impriment de l'argent pour acheter des bitcoins et décident de façon unilatérale que ben, le meilleur collatéral aujourd'hui qu'on puisse avoir pour que les États-Unis t'accompagnent, bien te donnent un prêt, c'est les cryptos. En fait, les États qui n'auront pas commencé à accumuler très tôt seront les plus perdants. Parce que c'est en ce moment-là que nos pays vont commencer à courir et à acheter le Bitcoin peut-être à 200 000, 500 000 dollars l'unité. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas grand-chose pour l'instant en termes d'achat. Ça peut être une stratégie qui est mise en place pour dire que, ben voilà, bon, même si c'est 100 millions de francs de Bitcoin chaque mois qu'un État achète, à notre niveau, malgré qu'on a beaucoup de problèmes, pour moi, c'est pas mal. Ça, c'est un. De deux, pour moi, la plus grande opportunité qu'on puisse avoir, en fait, pour avoir les cryptos, surtout Bitcoin, sans pour autant que nos États aient à dépenser beaucoup d'argent, c'est d'attirer, c'est d'être attractif, surtout sur le côté électrique, de l'électricité. Comment faire pour attirer les entreprises de mining vers nos pays à venir s'installer près des barrages? Parce que souvent, quand on explique ce mode de financement, c'est pas encore très clair. Donc, je vais utiliser l'occasion pour l'expliquer encore. Parce que la majorité des barrages qui sont construits dans nos pays, ce sont des investissements publics. Même quand on construit un barrage de 1000 mégawatts, de 5000 mégawatts par exemple, comme ce qui a été construit en Éthiopie, ce n'est pas tout de suite qu'on pourra utiliser les 5000 mégawatts. Parce qu'il faut construire un réseau de distribution. Et c'est ça en fait qui prend énormément de temps. Parce que ça demande encore beaucoup de ressources. Tu vas en fait câbler sur des milliers de kilomètres pour desservir tout, tout le pays. Ou bien même aller à l'extérieur. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais en attendant, tu as créé quelque chose, tu as investi dans un barrage qui a la capacité de produire plus que tu n'en consommes. Donc, le gap que tu ne consommes pas, en fait, cette électricité-là, tu peux la brader comme tu veux. Et en contrepartie, au lieu que les entreprises de mining qui vont utiliser cette électricité-là payent de l'argent, on leur dit payez-nous en bitcoin. Pour moi, en fait, Mhm. c'est un truc gagnant-gagnant qui, de façon stratégique, sans investir, sans assez d'efforts, nos pays peuvent commencer réellement à accumuler des cryptos. Euh, pour demain, on ne sait jamais. En effet, moi je suis très partisan en fait très j'aimerais bien, en tout cas j'aimerais bien que par exemple la Côte d'Ivoire, surtout qu'on a beaucoup de cours d'eau, on a beaucoup de cours d'eau, Oui, donc l'énergie hydroélectrique, bah, on en a, donc pourquoi ne pas en fait utiliser cette partie, cette énergie bah, pour accumuler du Bitcoin et préparer l'avenir, et surtout que bah, notre réseau il est plutôt bien fait, on va dire comparé à d'autres pays. Le grid bien sûr, bien est, sûr. voilà, il est pas mal. Et bah, ça permettrait aussi d'alimenter, enfin de financer comme ils ont fait au Malawi, par exemple, en fait, même créer des mini-grids pour aller électrifier en fait des zones reculées, là où l'État en fait bah, on va dire les laisse un peu à leur sort, donc utiliser le mining en fait pour faire progresser l'électricité dans ces zones. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tant que l'électricité Mais sera moins aujourd'hui, chère.
pas intéressant Voilà, comme c'est ça. ça. Mais qu'est-ce qui freine en fait ce genre d'initiative? Parce que moi, je pose la question à chaque fois des gens qui vivent à Abidjan. Je me demande, est-ce que les gens, non seulement ils s'en foutent, ou alors le gouvernement, ils n'ont pas assez de connaissances sur le sujet, ils sont pas au courant. Qu'est-ce qui fait que on n'a pas vraiment de positionnement, par exemple, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, en fait, sur ce sujet? Mais en matière de connaissances, moi je dirais non. Parce que régulièrement, le gouvernement, à travers ici le ministère de l'économie numérique, nous a pas mal consulté sur certains aspects. Voilà, on est invité régulièrement à des conférences même que l'État même organise. L'État au plus haut niveau, hein, ça je t'assure, au plus haut niveau, sont même, je dirais, il y a beaucoup d'utilisateurs de la crypto. Il y a beaucoup d'utilisateurs de la crypto. Mais moi je dirais que, en fait, il faut que nos dirigeants peut-être changent un peu la manière euh, je dis pas que c'est une mauvaise gestion. Il faut que la gestion de l'État soit un peu orientée business. C'est vrai, l'État n'a pas vocation à faire du business. Mais quand l'État est dirigé par un businessman, on voit un peu ce qui se passe. C'est vrai, tout ce qu'on reproche à Donald Trump, mais personne ne dira qu'il gère mal son pays pour le bien de son peuple. Parce que les décisions de Donald Trump ont un seul but, c'est avoir un impact rapide et significatif sur l'économie. Quand le gars, il place des taxes de douane à 100%, le lendemain, l'impact est là. Alors que nous, on est plus dans la politique. Voilà. Pour moi, on est un peu trop dans la politique. Et la politique, c'est la sécurité en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Pourtant, techniquement, on n'a rien à perdre. Ici, par exemple, la production de l'électricité, c'est l'État. Où est-ce que tu vois Biwari dans les 5 à 10 ans, notamment avec tous ces changements en fait de réglementation qui arrivent? Mais je pense que Biwari sera vraiment un acteur majeur parce que notre ambition, c'est que Biwari soit la plateforme par excellence qui facilite l'accès aux deux mondes dans lesquels nous sommes, le monde financier classique et le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. En tout cas, avec les partenariats que nous sommes en train de signer actuellement avec des institutions bancaires, réellement, un utilisateur de Biwari n'aura pas besoin de sortir de Biwari pour faire une autre forme de transaction. Voilà. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir un compte crypto, une carte bancaire et un compte bancaire dans la même application. Voilà. Donc, un tout en un qui vraiment te permet de pouvoir passer de la crypto à la monnaie fiduciaire de façon très transparente ou bien de la monnaie fiduciaire vers la crypto de façon très transparente, à telle enseigne que même avec la carte bancaire ou bien même les paiements mobile monnaie, en fait, tu vas dépenser tes différents soldes de façon très simple. Ça veut dire, quelqu'un pourrait payer par mobile monnaie alors que c'est son compte, euh, la dépense a été effectuée avec, c'est son solde Bitcoin par exemple qui a été impacté. Quelqu'un D'accord. pourrait envoyer des bitcoins à quelqu'un directement, alors que c'est son compte bancaire qui a été, par exemple, directement impacté, sans qu'il ne voit de façon matérielle qu'il a pris de l'argent dans son compte, acheté du bitcoin, et ensuite il a pris ces bitcoins pour les transférer à quelqu'un d'autre. Non. Il a son compte, il met le wallet bitcoin de quelqu'un, à partir de son compte bancaire, directement, la personne reçoit ses cryptos. Voilà réellement le changement qu'on veut réellement apporter au niveau de l'accès euh, au monde de la finance, en tout cas du point de vue euh, inclusion financière. Et aussi par la même occasion, hein, vraiment permettre à tout le monde d'avoir accès aux produits et services bancaires classiques comme de l'épargne, des prêts. Voilà. Parce que là, pour nous, je pense qu'il est temps pour nous en tout cas de proposer des services où on pourra utiliser les cryptos comme collatéral. Voilà. Quelqu'un qui veut, par exemple, Mhm. emprunter des francs CFA pourra donner comme collatéral ses cryptos et avoir du franc CFA. Bon, on essaie de regarder au niveau de la réglementation parce que la Banque centrale est beaucoup regardante là-dessus. C'est pas tous les
c'est pas tout, tout n'est pas accepté par la Banque centrale comme collatéral. Les cryptos n'en font pas partie. Voilà. Mais bon, c'est tout ça en fait. Voilà pourquoi il faut aussi ce genre d'émissions, d'interviews pour en parler, pour que le jour où la réglementation va arriver, qu'on soit associé, qu'on puisse donner notre avis, notre vision de la chose, Mhm. comment le cadre réglementaire doit être moins rigide, parce qu'il y a de nouveaux services digitaux que nous comptons mettre en place. Et donc, si la réglementation faite par des gens aujourd'hui ne prend pas en compte des choses qui peuvent arriver à moyen terme, hein, dans 1, 2 ans, mais ça sera un peu compliqué pour nous. Donc, ça, c'est la vision vraiment de Biwari, que ce soit une plateforme d'accès au monde de la finance centralisée et aussi au monde de la finance décentralisée, mais dans un seul objectif, augmenter l'inclusion financière, permettre à tout le monde de pouvoir avoir de l'épargne, de s'exposer à des devises étrangères, à d'autres formes d'investissement, pas que de l'immobilier, mais aussi des actifs tels que Bitcoin et consorts. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lassina. C'est une vision qui est très, en tout cas, très, très ambitieuse. Et bah, je te souhaite vraiment de pouvoir y arriver parce qu'on a besoin justement d'entrepreneurs en fait comme ça pour que bah, sur notre continent aussi, les gens puissent avoir accès en fait bah, à toute cette finance de demain en fait qui est en train de se construire et ne pas rester les derniers de la classe. Merci beaucoup pour ta participation et en tout cas, tu es le bienvenu encore sur cette antenne pour partager comme ça les avancées de Biwari et puis surtout continuer les discussions qu'on a eues bah, sur le franc CFA, le ICFA. Moi, c'est des sujets qui me passionnent et je pense qu'on va en parler de plus en plus. Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à toi pour le travail que tu fais. Et sache que nous sommes là, voilà. Au besoin, dès que tu as besoin, on cale un rendez-vous, on en parle. Et bon, moi, j'ai un gros avantage, c'est que je suis technicien. Et comme toutes les innovations passent par le volet technique avant l'adoption, nous, on est à même, en fait, de Ouais. dire vraiment certains détails que peut-être le commun des mortels ne sait pas. Donc, en tout cas, merci infiniment de m'avoir invité à ton émission. Merci. Bah, merci, merci à toi, Lassina. À bientôt. À bientôt. Merci.